de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi. Bonjour, maître Bolonga. Bonjour, messieurs les journalistes. À l'Est, il y a reprise des hostilités. Pendant qu'il y a eu sommet de Luanda, et au cours de ce sommet, il y a eu prise de position en ce qui concerne la paix, en ce qui concerne la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. Curieusement, après ce sommet, les jours suivants, il y a eu reprise des hostilités. Et à votre niveau, en tant que juriste, en même temps, défenseur des droits de l'homme, comment interprétez-vous cette attitude du côté M23 et Rwanda? Merci de la parole. Ça ne peut pas nous étonner parce que ça rentre dans les habitudes de M. Paul Kagame. Ce n'est pas aujourd'hui que les sommets ont commencé avec lui. C'est un habitué de la mer. Lui, quand on l'invite quelque part, il est là, il ne peut pas refuser. Et il sait qu'il est en train de jouer à la galerie. Il fait vous perdre l'État inutilement. C'est un monsieur qui n'est pas sincère. Raison pour laquelle, lorsqu'on veut parler avec quelqu'un que vous considérez comme un partenaire, vous devez aussi le connaître. On ne peut pas mener un jeu avec un adversaire qu'on ne connaît pas. Paul Kagame n'est pas un étranger pour le Congolais. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a traité avec lui. C'est un monsieur qui est dans ça. Depuis 1990, avec ce qui s'est passé en Ouganda, il a accompagné M. Museveni au pouvoir, et ce qui s'est passé avec lui aussi était soutenu par M. Museveni pour renverser le pouvoir d'Abiyarimana, et on est toujours dans des sommets avec ces messieurs-là, et à la fin de compte, ils ne respectent pas sa parole. Alors, ce n'est pas un partenaire qu'on peut faire foi. C'est ce qui nous dérange. Dernièrement, ici, même quand ils étaient à Luanda, moi, je ne m'attendais de rien. S'il vous plaît, ça c'est ma position en tant qu'individu. Je ne m'attendais de rien parce que je connais M. Paul Kagame, qui n'a jamais respecté ses paroles. Alors, c'est à nous. Quand je parle, j'utilise le concept de nous. C'est-à-dire, maître, il n'a jamais respecté la parole. En quelque sorte, le volet diplomatique a échoué. Et comme il y a déjà l'échec concernant au niveau de la diplomatie, faudra-t-il continuer avec la diplomatie ou actionner une autre option qui serait l'option militaire? Comment voyez-vous face à ces comportements les choses? Avant de pouvoir parler de ça, je ne sais pas si vous avez suivi M. Kagame, dernièrement ici sur France 2024. Il est en train de pousser des prétextes. Pour lui, quand on lui a posé la même question, vous avez été à Luanda dernièrement avec votre homologue congolais, Félix Tshisekedi. Les engagements ont été pris, parmi lesquels on devrait assister à un cessez-le-feu entre les belligérants à l'Est. Et les retraits de troupes négatifs. d'M23. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Étant rusé, quand je l'ai suivi, j'ai été choqué. Le monsieur dit, mais vous parlez seulement de la reprise des hostilités sur terrain. Mais M23 n'est pas seul. Il y a des partis là-bas, et jusqu'alors on n'a pas encore enquêté. Qui a commencé le premier? Pour lui, il est en train de nier que c'est le M23 qui avait repris les hostilités. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup choqué. De l'autre côté, il dit, mais vous parlez seulement quand on lui demande. On vous accuse par la communauté internationale. Aujourd'hui, vous êtes pointé du doigt par le gouvernement congolais, c'est vous qui soutenez le M23. Il a escamoté la question. Il a escamoté, et jusqu'à dire que vous ne voulez parler que de ça. Et vous, et la communauté internationale, mais vous ne parlez pas du problème de FDLR. Vous voyez, on est en train de parler d'autre chose, lui vous amène ailleurs. C'est une façon de nous confirmer publiquement que moi je soutiens le M23 parce que le gouvernement congolais ne veut pas régler le problème de FDLR. Alors que le FDLR c'est un prétexte.
Ce qui nous arrive à l'Est aujourd'hui, vous devez savoir que le prétexte de M. Kagame, ce sont les FDLR. Et tout le monde doit savoir que les FDLR ne sont pas entrés au Congo par la volonté du gouvernement congolais ou zaïrois de l'époque. Il y a eu génocide au Rwanda. Ces gens-là sont entrés par l'aval de la communauté internationale qui avait convaincu le gouvernement zaïrois de pouvoir les accueillir avec les armes. Et ils sont là. Alors, le même M. Kagame, quand on lui demande de faciliter la tâche au gouvernement congolais pour qu'on puisse travailler ensemble et que les FDLR qui sont aujourd'hui depuis 1994 au Congo, qu'ils rentrent chez eux, lui ne leur facilite pas la tâche là-bas. Alors, il n'y a pas un plan bien organisé pour que ces gens-là rentrent chez eux. Mais qui les empêche de rentrer chez eux, c'est toujours la politique de M. Kagame, parce que lui est là pour traquer les opposants, il les tue. Ces gens-là trouvent qu'ils sont en danger lorsqu'ils rentrent aujourd'hui au Rwanda. Ces gens-là étaient entrés avec des armes ici chez nous au Congo. Le gouvernement congolais va porter cette responsabilité de quelle manière? Alors, nous avons compris que la guerre de l'Est n'est pas seulement, M. Paul Kagame ne peut pas parler seulement du problème de FDLR, mais c'est une guerre qui est bien planifiée et organisée pour piller les richesses de la République démocratique du Congo dans cette partie du territoire qu'on appelle l'Est du pays, en complicité avec les multinationales. Voilà ce qui se passe à l'Est. La communauté internationale. Ah oui, parce que cette communauté internationale... Dans tout ce qui se passe actuellement côté communauté internationale, il y a silence et radio. Personne n'ose hausser le ton pour dire condamner ouvertement le Rwanda. Tout à fait. Par la communauté. Voilà. Rien. Mais nous l'avons vécu dernièrement avec le Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'ils ont reconduit l'embargo partiel que la République démocratique du Congo est en train de subir. Tout le monde, que ce soit les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, ont voté pour que la République démocratique du Congo continue à souffrir comme ça, parce qu'un État souverain qui a le droit d'acheter librement les armes, qui a des problèmes sérieux sur le terrain, mais l'achat des armes est conditionné par une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Un complot international. Tout à fait. C'est un complot contre international. La RDC. Parce que tout le monde en profite. Que ce soit les États-Unis d'Amérique, la Belgique, tout le monde s'était tourné contre la République démocratique du Congo. C'est ça que je peux vous rejoindre pour dire que notre diplomatie a échoué. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de pouvoir nous organiser. L'option, quelle option? Option militaire? L'option militaire. Avec quelle logistique? Nous devons nous organiser. Pendant que nous sommes frappés par l'embargo. Kabila avait de fait ou vaincu l'M23 en 2013 avec ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Il y a eu un embargo partiel. Qu'on demande à certains conseillers militaires qui peuvent nous aider. Il y a des relations entre État et État. S'ils trouvent que s'ils ont des moyens réellement, qu'ils achètent les armes, qu'ils demandent l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ça ne peut pas empêcher la République démocratique du Congo, en tant qu'un État souverain, de tisser des relations avec d'autres États. Les pays frères. Les pays frères. De pouvoir nous fournir, nous aider avec des armes qui peuvent faire face aux Rwandais. Parce que aujourd'hui, même la définition de ce conflit qui se passe à l'Est nous semble difficile parce que notre gouvernement n'est pas clair. Tantôt on considère l'M23 comme un mouvement rebelle. De l'autre côté, on la considère comme un mouvement terroriste soutenu par les Rwandais. On parle d'une agression, qu'on soit clair. La fois passée, nous avons défini ce concept-là. Nous avons dit que pour qu'on puisse parler d'une agression, il y a des éléments qu'on doit prendre en compte. Parmi ces éléments, il faut qu'il y ait l'attaque d'un État étranger qui viole l'intégrité territoriale d'un autre État. Et à ce moment-là, le conflit armé international peut être confirmé par une déclaration de l'un des États au conflit. Soit, ça peut être une guerre de fait.
Les actes sont là, les hostilités sont là, mais aucun État n'a déclaré la guerre, mais les actes de guerre sont là. Soit on peut parler d'une occupation quelconque. C'est que lorsqu'il y a, même s'il n'y a pas des hostilités sur terrain, lorsqu'on voit la présence armée d'un autre État sur le territoire d'un autre État, là on peut parler d'une agression. Il en est de même pour la rébellion. Pour qu'on puisse parler d'une rébellion, il faut qu'il y ait un mouvement bien organisé des nationaux qui récupèrent une partie du territoire, et après avoir récupéré une partie du territoire, on trouve qu'ils ont bien organisé, et le deuxième élément qui entre en compte, c'est l'intensité de la violence. À ce moment-là, on peut dire que nous sommes devant une rébellion, soit on est devant une agression. Mais quand la RDC commence à parler de mouvements terroristes, parler de tout, nous devons savoir que le droit international humanitaire n'a pas des règles qui régissent le domaine du terrorisme aujourd'hui. Nous devons être clairs. Raison pour laquelle nous disons que la seule option qui nous reste aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir nos militaires qui sont au front, nos services de sécurité. Aucun État ne peut se libérer des aides internationales. Nous avons la MONUSCO à l'Est. Nous avons une mutualisation qui a été faite avec l'Ouganda. Rien ne marche. Nous avons aujourd'hui, lorsqu'on nous parle des histoires là de Nairobi, pour qu'on puisse nous amener encore une force de plus, ça va encore alimenter la situation. Jusque-là, cette force ne fait aucun mouvement et nous sommes en train d'attendre cette force. Nous ne sommes contre cette force. Nous avons des partenaires, nous avons des organisations sous-régionales et régionales que la RDC fait partie. Nous amener à l'Est, moi-même je suis en train de me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a poussé à notre président de la République d'aller intégrer l'EAC? Ça pose un problème. Ce sont des organisations d'intégration. Ces organisations-là ont des étapes. Comment ils sont arrivés jusqu'à la 5e étape en traversant toutes les étapes pour parler d'une quelconque option militaire pour qu'une force puisse venir à l'est du pays pour soi-disant traquer les M23 et le groupe armé qui équipe à l'est du pays. Dans le cas des espèces, nous disons encore que c'est une erreur stratégique. Nous ne voulons pas que c'est un gaspillage de trop. Nous avons une armée qui a besoin de notre soutien, que ce soit financier, sur le plan logistique et autres, qu'on puisse soutenir seulement notre armée. Moral également, comme ce qui est en train de faire actuellement par la population congolaise pour soutenir son armée. On peut soutenir l'armée, mais il se pose un problème. Notre armée aussi est infiltrée. De l'autre côté, lorsqu'on dispose de moyens pour soutenir l'armée, un travail de fond doit se faire à l'intérieur de notre pays, de notre armée. Nous sommes trahis par certains généraux. Depuis qu'ils sont là à l'Est, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas les citer ici parce que nous sommes sur un plateau de télévision. Ça peut constituer des infractions, des imputations dommageables, mais nous les connaissons. Nous les connaissons. Les rations qui partent d'ici, l'argent qu'on envoie au front, tous ces moyens-là sont détournés par certains généraux qui travaillent en connivence avec les forces négatives qui sont à l'Est. Il faut toujours les garder. Pourquoi? On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais on ne gagne pas là-bas. Que ce soit les temps de quoi? L'état d'urgence. L'état de siège qui est décrété. Ça n'a pas payé. On n'a pas besoin de tout cela. Réformons seulement notre armée, que nous puissions doter notre armée des moyens pour que nous puissions nous prendre en charge. Comme le disait Laurent Désiré Kabila, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. On n'a pas besoin de toutes ces forces-là. Un pays ne peut pas se développer avec des aides extérieures. Ok, merci maître. Nous voulons aborder notre question également du jour. Les travail avant, c'est là, aujourd'hui, il y a eu une marche qui a été organisée par l'intersyndicale nationale du Congo. Et cette marche a été dispersée au niveau de la gare centrale. Et la police a arrêté les agents et fonctionnaires de l'État qui ont été acheminés au camp Lufungola. Comment expliquez-vous? Le peuple soutient l'armée nationale.
en même temps, la police intervient pour disperser la population. Comment expliquer cette différence entre du côté de la police? Notre police a des sérieux problèmes. Cela s'est passé aujourd'hui au niveau de la gare centrale. Il n'y a pas seulement la marche a été projetée par l'intersyndicale nationale du Congo, qui coordonne Guy Coucou Guedila, et les gens, en lançant cette marche, ils ont été dispersés. Ce sont les agents et fonctionnaires de l'État, les travailleurs. Ils voulaient marcher pour soutenir l'armée nationale. Ils ont été dispersés par la police nationale et quelques agents et fonctionnaires de l'État ont été arrêtés, acheminés au niveau des camps Lufungola. Nous avons contacté et il devrait d'ailleurs venir ici, les coordonnateurs de l'intersyndicale nationale du Congo, Guy Coucou Guedila, il devrait venir et répondre. Je pense peut-être qu'il n'a pas eu le temps de venir répondre à notre invitation pour participer à cette émission. Bien, ici, avant de pouvoir dire un mot... si nous évoquons que l'émission concerne le monde du travail, et ce sont les travailleurs du pays, les travailleurs de l'État qui ont été dispersés aujourd'hui au niveau de la gare centrale. J'aimerais d'abord lire des dispositions ici, dans la loi fondamentale. Lorsque nous lisons l'article 26 de notre Constitution, cette disposition dispose: la liberté de manifestation est garantie. C'est un droit fondamental. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. Nous devons savoir que la liberté de manifestation est un droit fondamental. En d'autres termes, c'est un droit public qui est opposable à l'État. Le rôle de la police n'est pas d'arrêter les gens lorsque ces gens-là manifestent. Pour soutenir l'armée nationale. Il n'y a pas seulement pour soutenir on ne peut pas parler seulement du soutien de l'armée nationale. Pour les cas d'espèce. Toutes les manifestations qui portent un caractère pacifique. On ne se fait pas amener avec les armes. On manifeste pour réclamer un droit. On soutient notre armée. De quel droit la police peut intervenir pour commencer à inquiéter le manifestant jusqu'à étouffer un droit constitutionnel qui est un droit public et un droit fondamental? Le rôle de la police, je ne sais pas si nos policiers connaissent quand même les rôles. L'article 182 de la Constitution nous montre le rôle de la police. Cet article dispose: la police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des autres autorités. Voilà le travail de la police. La police est là pour protéger les personnes et leurs biens. Hier, vous parlez seulement de ce que vous avez vécu aujourd'hui. Moi-même, j'ai été choqué devant l'université Révéra Kim, parce que nous avons une charge horaire là-bas. Après avoir donné cours, parce qu'on était à l'université Révéra Kim, dispensait le cours de droit constitutionnel. Au sortir, nous nous sommes retrouvés avec un groupe de policiers qui étaient en train de malmener un taximène, le déshabiller devant les gens, au vu aussi de tout le monde. Mais non, on a une police, ou bien on a une milice. Quand on a une police, la police doit connaître sa mission. La mission de la police, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Quand les gens manifestent, la police doit les encadrer, surtout que cette manifestation porte un caractère pacifique. Alors, comme vous venez de nous informer, parce que moi-même je n'ai pas été informé, c'est le travail des droits de l'homme, on doit aller au cas Lufungola, voir qui a été arrêté par qui, pour que ces personnes-là puissent recouvrer leur liberté, parce qu'ils n'ont commis aucune infraction. Les arrêter, c'est commettre aussi des infractions, des arrestations arbitraires. De tels policiers aussi méritent d'être arrêtés et jetés en prison, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un arbitrairement. C'est une façon aussi de violer l'article 67 du Code pénal, livre 2.
Quand les gens manifestent, c'est un droit fondamental, on doit les laisser manifester, on doit les encadrer parce qu'ils sont en train de réclamer leurs droits. De réclamer leurs droits. Voilà ce qu'on pouvait au moins dire un mot en rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vous qui nous informez, mais néanmoins, les gens doivent savoir que ces gens-là ont manifesté leurs droits. Ok, maître, nous continuons avec le travail. La fois passée, on a abordé quelques notions du travail. Et aujourd'hui, nous voulons revenir là-dessus pour parler un peu du travail. Comment allez-vous dire en ce qui concerne le travail? Et puis nous allons aborder la notion de droit du travail. Oui, le travail est une activité humaine que chacun de nous doit accomplir en vue de produire des résultats satisfaisants pour assurer notre bien-être. C'est ça le travail. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit travailler. Et on doit savoir que le travail est un droit fondamental pour tous les Congolais. Ça commence d'abord par la Déclaration universelle des droits de l'homme à partir de son article 22. Cette disposition consacre le droit au travail, en passant par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Même dans notre constitution ici, vous allez vous rendre compte à partir de l'article 43 que le travail est un droit. Toute personne a droit, nous sommes à l'article 36 s'il vous plaît, pas 43, le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Parmi les droits subjectifs, les droits de la deuxième génération, il y a aussi le travail. Donc le travail est une activité humaine qu'on doit accomplir en vue de satisfaire ou en vue de donner les résultats meilleurs pour satisfaire à nos besoins. Et il y a beaucoup de types de travail. Quand on travaille seul, il n'y a pas de problème. Mais le travail que nous sommes en train de parler ici, c'est lorsqu'on travaille sur le compte d'une autre personne, moyennant rémunération. À ce moment-là, ça nous amène dans un autre terrain. Quel est ce terrain? Il se crée une relation qui existe entre l'employeur et l'employé. Et cette relation-là est régie par un code qu'on appelle le code du travail. Il y a toute une loi concernant le travail. Nous avons la loi numéro, excusez-moi s'il vous plaît, nous avons la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 15/2002 portant code du travail. Cet instrument-là protège les travailleurs et ça protège aussi les employés. Parce qu'il se crée une relation lorsque quelqu'un est en train de travailler, une personne est en train de travailler sur le compte d'une autre personne, il va se créer une relation qui existe entre le travailleur et l'employeur. Cette relation du travail est régie par un droit qu'on appelle le droit du travail, qui est régi par le code du travail. Alors là, nous entrons directement dans le droit du travail. Et vous allez vous rendre compte que le droit du travail est l'ensemble des règles qui régissent les rapports qui existent. Là, vous parlez des champs de droit du travail. Comment? Je ne parle pas encore du champ, je suis en train de parler du travail, du droit du travail. Parce qu'il y a une différence qui existe entre le droit au travail et le droit du travail. Allez-y. Le droit au travail est un droit de l'homme. Les droits de l'homme sont des prérogatives qui ont été reconnues à l'homme du seul fait de sa qualité d'être humain. Et parmi les droits de l'homme, il y a les droits de la première génération qu'on appelle les droits civils et politiques. Il y a aussi les droits de la deuxième génération qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Parmi les droits économiques, sociaux et culturels, il y a le droit au travail. C'est un droit subjectif. Chacun de nous a droit au travail et c'est l'État qui garantit le droit au travail. Parce que lorsque le climat des affaires n'est pas garanti, les investisseurs ne viendront pas. Investir ici chez nous à la République démocratique du Congo,
accepter la tautologie pour que nous ayons du travail. Ça, c'est un droit. Ça, c'est le droit au travail, qui est un droit subjectif, qui doit être garanti par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais doit créer un climat qui peut nous amener à avoir facilement le travail. Alors, quand on travaille, il y a une relation entre les travailleurs et l'employeur. Cette relation-là, ces rapports-là qui existent entre les travailleurs et l'employeur est régi par un droit objectif qu'on appelle le droit du travail. Et le droit du travail, c'est quoi? Le droit du travail est l'ensemble des règles qui régissent les rapports qui existent entre les travailleurs et l'employeur. Voilà la différence qui existe entre le droit au travail et le droit du travail après avoir défini le travail lui-même. Voilà ce qu'on peut parler au moins du travail et puis du droit. Du travail, du droit au travail et du droit du travail lui-même. Le droit au travail et le droit du travail. Alors, à ce stade, on parle également des champs du droit du travail. Quels sont ces champs-là ou quels sont ces champs-là qui concernent les droits du travail? Lorsqu'on parle du champ d'application, là, on nous pose la question de savoir le code du travail qui est considéré comme un instrument qui crée des règles qui régissent entre les travailleurs et l'employeur. Ces règles-là s'appliquent à quel niveau? C'est ça la question que vous me posez. La réponse, elle est là. Lorsque nous lisons dans la même loi, à partir de son article 1er, cet article stipule que le présent code est applicable à tous les travailleurs, à tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leurs activités professionnelles sur l'étendue de la République démocratique du Congo, quelle que soit la race, le sexe, l'état civil, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale, la nationalité des partis, la nature des prestations, la rémunération ou les liés des conclusions du travail, dès lors que ces derniers s'exécutent à la République démocratique du Congo. Il s'applique également aux travailleurs des services publics de l'État engagés par le contrat du travail. C'est ça le champ d'application. Voilà, ça concerne tous les travailleurs. Lorsqu'il y a un contrat de travail, que ce soit entre le privé ou entre le privé et les établissements publics, à ce moment-là, il se crée une relation qu'on appelle la relation du travail. Et quand il y a une relation du travail, les règles qui concernent le droit du travail s'appliquent. Voilà de quelle manière on peut parler de l'application, les champs d'application du Code du travail. Alors, maître, nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros de l'émission que nous avons commencé en retard. Certes, la fois prochaine, nous allons développer toutes ces notions concernant les droits du travail. Et pendant que nous sommes ici, il y a les bureaux de l'Intersyndicale nationale du Congo qui nous appelaient, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui serait passé au niveau des camps Lufungo là. Mais au sortir d'ici, nous allons contacter les bureaux de l'Intersyndicale nationale du Congo pour savoir ce qui se passe actuellement. Comme nous avons dit que les agents et fonctionnaires de l'État ont été arrêtés par la police et amenés au niveau du camp Lufungo là. Alors, les derniers mots pour terminer, nous sommes pratiquement à la fin. Une minute pour clôturer ce numéro de l'émission. Nous allons continuer avec la notion du travail la fois prochaine. Merci de la parole. J'aimerais seulement ajouter quelque chose sur les champs d'application du Code du travail. Nous avons dit qu'il y a des exceptions. Le travail ne se retrouve pas seulement dans le domaine privé ou privé-public. Il y a aussi d'autres travailleurs qui sont dans le domaine public. Cette catégorie-là est exclue du champ d'application de la présente loi. Quelle c'est cette catégorie? Parmi lesquels nous avons les magistrats, nous avons les juges, nous avons qui travaillent dans des cours et tribunaux, les agents de carrière des services publics, les agents et fonctionnaires des carrières de services publics, les éléments des forces armées, la police. Cette catégorie de travailleurs-là n'est pas
concernés par le Code du travail. Comme on a arrêté les gens, parce que nous sommes en train de Nous allons développer pour la fois prochaine pour savoir pourquoi cette catégorie n'est pas concernée dans le Code du travail congolais en vigueur. Nous allons développer ça la fois prochaine. Et je ne sais pas, est-ce qu'un mot? Un mot, c'est en rapport avec ceux qui viennent d'être arrêtés par la police, parce qu'on vient de vous appeler, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, au cas de Fungola. Nous répétons et nous réitérons notre engagement de dire à la police de laisser les gens manifester librement, parce que c'est un droit. Arrêter une personne qui manifeste d'une manière pacifique constitue une infraction d'arrestation arbitraire. Et nous demandons que toutes ces personnes-là qui ont été arrêtées d'une manière arbitraire par la police soient libérées sans condition. Et au sortir d'ici, nous allons faire un suivi pour que ces personnes-là soient libérées parce qu'elles étaient en train d'exercer leurs droits fondamentaux. Prochainement, on va parler des relations d'autres points qui concernent le Code du travail parce que ça fait que comment commencer. Comme on a parlé du travail, du droit au travail et du droit du travail, du champ d'application et de l'importance. L'importance du Code du travail, c'est de pouvoir aussi montrer... Maître, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes à la fin, je suis en train de citer, oui, s'il vous plaît. Citer, on arrête l'émission. Le Code du travail est très important parce que c'est un code nous allons toutes les parties, la fois prochaine. Montre à toutes les parties leurs droits et leurs obligations. Parmi les parties, nous avons le travail, les travailleurs qui a ses droits et ses obligations. Et de l'autre côté aussi, nous avons l'employeur qui a aussi ses droits et ses obligations qui doivent être respectés parce que ce sont des dispositions légales. Voilà, téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de l'émission. Nous avons abordé cette notion du travail et nous allons commencer à décortiquer point par point pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ces domaines-là, dans le monde du travail, comme c'est titre de l'émission. Nous avons été avec Maître Jean-Pierre Bolonga, il est président de l'Organisation des droits de l'homme et les nouveaux horizons pour l'humanité. En même temps, il est juriste, il s'est spécialisé en droit public et notamment en ce qui concerne les travaux avec lui. Nous allons développer la notion du travail et dans tous ces aspects pour savoir ce qui se passe réellement dans ces domaines-là. Nous avons évoqué également les cas de l'arrestation des agents et fonctionnaires de l'État qui ont été pris par la police, les éléments de la police nationale congolaise au niveau de la gare centrale. Ces fonctionnaires de l'État voudraient organiser une marche du soutien aux forces armées de la République au front. Et il s'est fait qu'en commençant cette marche, ils ont été dispersés. Certains ont été arrêtés, amenés au niveau du camp Lufungola. Et nous avons contacté certainement le bureau de l'intersyndical national et on nous a certifié certainement qu'ils sont là. Au stade actuel, nous ne savons pas ce qui se passerait actuellement. Au sorti de cette émission, nous allons contacter le bureau de l'intersyndical national du Congo pour savoir exactement le stade actuel de ces problèmes. Merci, à la prochaine.